Donc, bienvenue pour une nouvelle édition des Avatars de l'Info. Aujourd'hui, nous recevons Maître Olivier Ponneau, qui est donc notaire associé chez Acten Notaire à Paris. Je le présenterai plus amplement tout à l'heure quand je le rejoindrai en plateau. Je remercie aussi le public d'être ici, si nombreux. Je lui indique, pour ceux qui ne seraient pas encore venus dans l'espace, qu'il peut réagir physiquement, mais en silence, bien sûr, dans un premier temps, et dans le chat pour toutes les questions qu'il aurait à poser à Maître Ponneau une fois que nous aurons mené l'interview. Je vais aller le rejoindre sur le plateau. N'hésitez pas donc à poser vos questions dans le chat et les modératrices prendront le relais tout à l'heure pour relayer vos questions. Je vais aller m'asseoir auprès de Maître Ponneau. Il y a également Henri Pierre qui est présent, le fondateur et directeur de Senior Consulting Group. On vous a retrouvé, Olivier. C'est bon, on vous voit, vous m'entendez bien? Bonjour Raphaël. Bonjour Maître Ponneau. Ponneau. Très bien. Vous m'entendez? Oui, super. Et bonjour à Henri Pierre, donc, qui est assis à côté de nous aussi, qui interviendra sûrement en fin d'émission. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Maître, ravi de vous accueillir. Vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, bonjour Maître. Bonjour Raphaël. Ravi de vous accueillir dans le studio de Senior Consulting Group et je laisse la parole à Raphaël pour cette formidable interview avec vous. J'espère qu'on va passer un très bon moment. Merci. À tout à l'heure. Merci. Donc, je vous présente brièvement Maître Ponneau. Vous êtes notaire depuis une petite vingtaine d'années, hein, si je me trompe pas. Vous avez ouvert votre propre étude il y a 5 ans. Il y a 5 ans dans le 15e. Le temps passe vite, ouais. Oui, ça va vite. Vous enseignez la fiscalité aussi, je crois. Vous êtes chargé de cours auprès d'étudiants. Alors, je ne sais pas si des étudiants notaires ou… J'enseigne effectivement dans différents masters, effectivement. Bon, vous êtes probablement le notaire le plus connu de France, au moins sur les réseaux sociaux, et selon moi d'ailleurs le plus drôle aussi, mais vous avez pas moins de 18 000 abonnés sur TikTok, 30 000 sur LinkedIn, vous êtes présent sur Facebook, sur Instagram aussi, j'imagine. Du coup, ça m'amène tout de suite à ma première question. Pourquoi et comment vous en êtes venu à être aussi présent sur les réseaux? Est-ce que c'est une volonté de dépoussiérer un peu le métier? C'est le Covid qui m'a forcé un peu à aller sur ce vecteur de communication parce que j'ai mis un certain temps à m'associer. Je me suis associé après plus de 15 ans de carrière et la signature de mon traité d'association a coïncidé avec le confinement de 2020. Donc, du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec la responsabilité d'une entreprise, beaucoup d'engagements financiers et puis coincé à la maison. Donc, à ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait faire une différence au niveau du numérique, que je me mette à la page. Et puis, de fil en aiguille, j'en suis venu à m'intéresser à ces plateformes. Et puis, après, j'ai persévéré, j'ai tenté ma chance. Et puis aujourd'hui, on parle ensemble. Oui, mais ce qui fait quand même un peu la différence, alors comme quoi le Covid a eu des effets bénéfiques aussi, mais ce qui fait la différence aussi, c'est quand même votre approche du métier, votre façon. C'était d'ailleurs un peu le thème qu'on avait décidé de prendre pour vous recevoir, c'était parler droit sans éluder les travers, c'est-à-dire que vous mettez les pieds dans le plat et vous n'omettez aucune question sur tous les métiers du notariat et tous ces satellites. Oui, je pense que la proximité qu'amène le numérique et son caractère très direct dans la communication, ça impose une forme de sincérité, d'authenticité au niveau de la démarche. Et je pense aussi que les attentes des clients ont beaucoup évolué. Et ils sont en attente de plus de disponibilité, plus
plus de communication, plus d'informations. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est de les présenter sous une forme la plus attrayante possible. Alors ça, c'est amusant parce que c'est peut-être la question qu'on m'a le plus posée depuis que j'ai commencé à publier. Je pense que c'est lié au fait que culturellement, du point de vue réglementaire également, on faisait partie d'une profession où la communication était presque interdite, peut-être un peu je dirais pas honteuse, mais c'était quand même pas quelque chose de naturel par rapport à d'autres professions. Et c'est vrai que l'irruption de ces plateformes, hein, dans nos quotidiens, dans nos entreprises, n'est pas sans conséquence. De mon point de vue, je pense que communiquer sur ces plateformes, du point de vue de notre profession, c'est presque une question de survie, parce que je pense pas aujourd'hui qu'on puisse exister enfin se priver de ça. Moi, ça me paraît quelque chose de très dangereux. C'est mon opinion, en tous les cas. Euh, Ça reviendrait presque à se priver du courrier postal, d'internet. Aujourd'hui, on n'aurait pas idée de dire qu'on se prive d'internet, par exemple, alors que il y a 20 ans, c'était l'évolution qui était en vogue. Donc, je pense que ça a fait éruption dans nos vies. Il faut se l'approprier. Après, est-ce que ça m'a créé des problèmes? Non, parce que bon, pourvu qu'on reste dans ce qui est légal, il n'y a pas de raison qu'on ait de problèmes disciplinaires ou autres. Après, est-ce que ça plaît à tout le monde? Je pense que non. Mais je pense que ça, c'est inhérent à l'acte de communiquer lui-même. Parce que communiquer, c'est forcément assumer un positionnement, un style. Et même si on cherche à être consensuel, je pense qu'il est impossible de plaire à tout le monde en réalité. Non, mais c'est vrai que les préjugés ont la vie dure. Nous, on en sait quelque chose chez Senior Consulting Group avec le viager, par exemple. Et c'est Ouais, vrai que dans le métier du ouais, notariat, forcément, on se dit que vous surprenez par cette approche. Mais comme vous dites, il est impossible de faire consensus tout le temps. Mais alors, on parlait un petit peu d'avenir et des nouvelles technologies, et on y reviendra tout à l'heure, mais je sais que dans vos communications, vous parlez régulièrement d'anticipation en termes de succession, mais aussi fiscalement. Ça, c'est une question très importante parce que la grande inégalité au niveau des familles et au niveau du destin de leur patrimoine, qui soit dans la répartition, la transmission, ou que ce soit dans la façon dont il est fiscalisé, euh, la loi est la même pour tous en réalité, mais il y a une différence de résultat très importante entre les gens qui investissent dans du conseil très tôt et les gens qui n'ont pas forcément cette sensibilité et qui vont accumuler un patrimoine jusqu'à parfois un âge avancé, sans se soucier de sa transmission. Et là, effectivement, il peut y avoir des écarts de taxation très importants, qui peuvent aller des fois de 1 à 10, de 1 à 20. Et c'est vrai que la clé du succès, je pense, dans cette matière, c'est de se situer le plus en amont possible. Pourquoi? Parce que sans s'en rendre compte, sur plein de sujets, on se retrouve vite dans un tunnel et parfois la sortie du tunnel est au bout de 15 ans, 20 ans, 25 ans. Et effectivement, il n'y a pas forcément de possibilité de s'en extirper. Donc c'est vrai que si on peut penser, commencer à réfléchir à ces sujets-là et à prendre des décisions dans la tranche entre 45 ans et 55 ans, c'est vraiment le bon moment après pour préparer les choses avec une fiscalité qui va être en grande partie maîtrisée. Ouais. Oui, donc il faut aller voir son notaire le plus tôt possible. Mais est-ce que, Ouais, justement, quand il s'agit
de prendre la main un petit peu sur sa succession, sur son avenir, pour dire les choses clairement sur ce qui va se passer après sa mort. Est-ce que le viager, par exemple, et là je mets les pieds dans le plat. Oui, ça peut être un levier, effectivement, hein. Alors, à différents niveaux, heu, vous avez des gens, par exemple, qui vont avoir un patrimoine immobilier conséquent ou pas, hein, mais conséquent, c'est subjectif, hein, aussi, hein, ça dépend, mais bon, qui vont avoir un patrimoine immobilier avec l'idée, peut-être de le transmettre, à des gens avec qui ils ont un lien de parenté éloigné, ou alors peut-être pas de lien de parenté, un lien, d'amitié ou un lien de cœur. Et effectivement, le fait de, monétiser son patrimoine immobilier à travers un viager. Alors après, il y a plusieurs formules, hein, que vous connaissez bien mieux que moi. On peut le faire en capital, on peut le faire en rente, on peut faire un mélange des 2. Mais après, le fait de le monétiser et de le placer dans une assurance vie, par exemple, ça permet à la fois, bah, de l'utiliser jusqu'à la fin de ses jours, d'en tirer éventuellement un complément de revenu, parce qu'il y a aussi un grand sujet de trésorerie pour les propriétaires immobiliers, en France. Et puis après, éventuellement, placer le capital, sur une assurance vie qui va être, bien moins taxée, que la transmission d'un patrimoine immobilier ou d'un placement bancaire, classique. Donc ça fait partie, d'une des clés qui peut permettre de maîtriser, à la fois le fléchage de son patrimoine et à la fois sa taxation. Il y a aussi, certains propriétaires qui ont des problèmes, d'IFI, d'impôt sur la fortune, immobilière. Et là, le viager, à travers cette forme de monétisation, peut être une solution. C'est-à-dire qu'on continue à être utilisateur, on sent pas de changement dans ses conditions de vie, mais par contre, ça peut soulager la trésorerie puisqu'on n'a plus ce mécanisme d'IFI, qui nécessite plusieurs milliers d'euros par an, voire plus, pour certains. Et à la fois, on peut même avoir une trésorerie positive, retirer une rente. Donc, c'est vrai que quand c'est bien utilisé, le viager, c'est un outil très performant. Oui, et a fortiori comme vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure, quand on a des héritiers en ligne indirecte. Je pense aux gens évidemment qui n'ont pas d'enfants, juste des neveux, des Oui, nièces, ou aux couples homosexuels, par exemple, oui. qui n'ont pas forcément de descendance. Pour ces gens-là, c'est effectivement une solution encore plus évidente. Oui, effectivement, ça fait partie, ça fait partie de l'éventail des solutions. Après, il faut faire très attention, effectivement, aux paramètres économiques, à ses projets de vie. Et puis, il faut être en mesure d'anticiper ses besoins sur le long terme, en réalité, pour que pour que ça ait du sens, oui. Oui, parce qu'effectivement, enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais j'ai relu une étude récemment qui disait qu'à peu près la moitié des Français de plus de 55 ans n'avaient pas suffisamment épargné pour leur retraite. Et c'est des Ouais. questions qui peuvent être brillantes à ce moment-là, au passage à la retraite. Et aussi, notamment, avec la problématique de la protection du conjoint. Et là aussi il faut y penser Ouais. au moment de préparer l'avenir. J'imagine que vous en entendez souvent parler à votre Ouais. étude. Oui, 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 tout à fait. Bah, on observe aussi le destin de nos clients, hein, à différentes périodes de leur vie. Et ce qu'on peut constater quand même en règle générale, c'est que l'investissement immobilier, quand il est bien réfléchi, c'est quand même un rempart très important contre la précarité, la pauvreté quand on est dans ces vieux jours, parce que bah, ça permet à certains de nos concitoyens qui n'ont pas des pensions de retraite, très conséquentes, soit, bah, de le monétiser, d'avoir des rentes, supplémentaires, déjà de ne plus avoir de loyer, c'est un élément important, de pas avoir à rechercher un logement
Et puis après, si on choisit d'utiliser, on peut choisir de vendre, par exemple, et puis pour acheter une maison en province, garder un pécule, ou alors choisir la solution du liaison, pour avoir à la fois un capital et après, une rente qui est indexée, hein, sur différents indices. Mais ça procure quand même des marges de manœuvre, que n'ont pas ceux, qui n'ont pas eu cette démarche, d'investissement parce que, effectivement, ça les oblige après à vivre sur des revenus de alors après il y a la protection, du conjoint qui est un grand sujet, le couple en général. Alors là, bon, on a une multitude de situations à gérer, hein. Ça dépend vraiment des configurations qui s'offrent à nous. Mais là encore, par exemple, le viager sur 2 têtes peut être une solution, intéressante, parce que, ça permet à la fois, dans l'hypothèse où l'un des 2 n'est pas propriétaire, heu, de de laisser, la disposition du logement aux survivants du couple et éventuellement une rente. Donc ça fait partie des solutions effectivement qui peuvent, contribuer à maintenir les conditions de vie du conjoint après le décès, du Et est-ce 1er époux. et est-ce que ce sont des cas de figure que vous retrouvez peut-être un peu plus régulièrement maintenant, à votre étude, ce genre de demande, ce genre de questionnement? Oui, c'est notre quotidien, à nous, hein, en tant que notaire, bah, c'est vrai que dans la même journée, on peut avoir un jeune couple de trentenaires, qui investit, pour la première fois et puis, on peut avoir, le rendez-vous suivant, 2 octogénaires, qui se préoccupent, de leur avenir, si l'un d'eux venait à quitter ce monde, hein. Donc il faut, vraiment, avoir une compréhension, fine et puis rapide, des enjeux, au niveau du couple, parfois au niveau de la famille, parce qu'il peut y avoir des sujets sur, des enfants, des familles recomposées, qui vont amener à avoir, des solutions qui soient le plus fines, possible, effectivement. Vous parliez justement de jeunes investisseurs de 30 ans. Alors le viager, pour faire un tout petit peu d'histoire, hein, je ne vais pas remonter, très loin, mais c'est vrai que c'est Je une vous en technique presque ancestrale et ça a été inventé à une époque où il n'y avait pas de système bancaire. Parce que le viager a commencé à apparaître vers, l'an 1000 à peu près, peut-être un peu avant. Il y avait des Ouais. rudiments dans l'Antiquité. Puis le système bancaire, lui, n'est apparu qu'à la Renaissance. Et puis il s'est pas démocratisé tout de suite en plus, hein. Au début, il était réservé vraiment aux marchands. Donc c'est vrai qu'il a fallu, inventer des techniques, d'accession à la propriété, pour les uns et de monétisation du patrimoine, pour les autres, qui permettent, bah, de s'appuyer sur l'immobilier pour que chaque génération puisse, y trouver son compte dans ce fonctionnement du marché immobilier. Alors, c'est vrai que l'avantage du viager, c'est que, il permet un investissement immobilier, sans avoir à faire appel au système bancaire, puisque ça se fait dans le cadre d'une relation, bilatérale, entre un propriétaire et puis, un investisseur. Donc c'est vrai qu'après le sujet, moi je ne suis pas conseil en investissement à proprement parler, mais c'est vrai que le grand avantage du viager, c'est ça, c'est qu'il permet quand même à une frange de la population des investisseurs d'accéder à des projets immobiliers qui seraient hors de portée s'ils devaient faire appel au système bancaire, parce que le système bancaire s'est démocratisé, mais
bon, il a quand même des critères qui sont assez draconiens, qui vont éloigner un certain nombre d'entrepreneurs, d'indépendants, de gens, et puis ça se resserre encore plus à l'heure actuelle. Donc, c'est vrai que ça peut être une technique d'investissement intéressante. Après, il faut arriver aussi à la clé, je pense que c'est la diversification en réalité, hein, pour arriver à lisser, à mutualiser le risque. Mais là aussi, le viager souffre un peu des clichés et notamment du storytelling du notaire de Jeanne Calment, hein, Ah bah oui, qui avait heureusement. bah, voilà, qui s'était étalé, qui avait vendu en viager à son notaire en plus. Et ce qui se fait plus maintenant, mais et puis ça s'était fait sur finalement ça s'était révélé une opération très désavantageuse pour l'investisseur, très avantageuse pour le propriétaire, mais c'est vrai que bah, ça peut faire peur à certains investisseurs, effectivement. Ce côté, parce que ce qu'apprécie un investisseur, c'est une lisibilité en réalité, et la force du viager, c'est se passer du système bancaire, et la faiblesse, c'est ce côté pari, en fait. Hein. Et puis en plus, ça joue sur le décès de quelqu'un, donc ça rajoute encore un élément moral à la chose qui parfois, je pense, éloigne pas mal de gens de ce support d'investissement. Oui, Et alors parfois à c'est vrai tort, hein, que d'ailleurs, hein, parce que oui, oui, nous, on pense effectivement à tort. Il y a du storytelling à ouais, faire effectivement pour faire oublier ce film qui date de ouais. 1972, je le rappelle d'ailleurs. Ça quand même, ça Ah oui, date il un a peu. fait des dégâts, hein, ouais. Ouais, ouais, il a fait des dégâts. Mais vous parliez d'optimisation fiscale, enfin, vous parliez de diversification, plus exactement, dans les investissements. Et j'imagine que c'est ce dont vous Ouais. parlez à des jeunes ou moins jeunes d'ailleurs qui souhaitent investir. Justement, en gestion de patrimoine, en optimisation fiscale. Ben, pour donner des exemples simples, ça va être par exemple, si vous êtes chef d'entreprise et que vous avez beaucoup de valeurs logées dans votre entreprise, de la trésorerie, des titres, et que quand on observe votre patrimoine, ça représente 90 ou 95 de la valeur. Effectivement, bah, ça va être d'entamer une démarche de diversification du patrimoine. Donc, ça va être d'extraire une partie de la valeur de cette entreprise pour la placer dans résidence principale, produits financiers et éventuellement soit de l'immobilier d'entreprise qui va permettre d'enclencher une boucle vertueuse entre l'entreprise et puis le patrimoine personnel du dirigeant, ou alors de l'investissement locatif ou en biennet, pourquoi pas, hein, également. Euh, Bah oui, tout mais à fait. effectivement, voilà, c'est des conseils très simples qui sont souvent répétés, mais qui fonctionnent hein, en réalité, parce que on ne sait pas à quel moment on peut avoir besoin de trésorerie ou de mobiliser son patrimoine. Et c'est vrai que si on est diversifié sur plusieurs supports, ben, on a la possibilité d'actionner la meilleure manette au bon moment. Parce que c'est vrai que généralement, ben, quand il y a des cycles économiques. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, si vous êtes chargé en obligations, ça aura plus de valeur parce que l'immobilier sera plus bas. Et à l'inverse, quand les taux sont bas, l'immobilier est haut, les obligations sont basses. Donc, si vous êtes diversifié, ça vous met un peu à l'abri de ces cycles-là. Et si vous avez un besoin de trésorerie urgent, bah, vous pouvez choisir le meilleur support. Ça vous oblige pas à brader de l'immobilier, par exemple, parce que il faut que ça vienne maintenant. Donc voilà, c'est des conseils très très consensuels, mais dont on peut être sûr qu'ils fonctionnent. Ouais. Oui, j'imagine on aura quelques questions du public que j'encourage d'ailleurs à,
poser des questions dans le chat que nous sélectionnerons d'ici quelques minutes. J'aurais peut-être juste une ou deux questions avant de prendre les questions du public. On parlait tout à l'heure de vivre avec son temps. Vous parliez d'Internet, on parle des réseaux sociaux, et puis là, on est dans le métaverse quand même. Alors, je sais que c'est votre première interview dans le métaverse. On est très fiers, on est très content de vous recevoir pour la première fois dans le métaverse. Je pense que c'est des opportunités de créer de la valeur pour notre clientèle, hein. On aurait tort de résister à ces innovations. D'ailleurs, même si on voulait, je suis pas certain qu'on y arrive, hein, parce que il y a une grande partie qui va être inéluctable. Maintenant, c'est vrai que sur ces sujets-là, les clichés ne rendent pas toujours justice aux notaires, parce que c'est vrai que c'est une profession qui est très en avance dans l'équipement qu'elle peut avoir, les outils qu'elle fournit à sa clientèle, euh, et sa maîtrise des outils numériques, hein. Les notaires investissent beaucoup depuis 20-25 ans sur ces sujets-là. Aujourd'hui, clairement, on en retire les dividendes parce que et puis nos clients avec, hein, parce que on est en mesure, voilà, de proposer vraiment une offre avec des actes électroniques à distance, des visioconférences, tout ça dans un cadre sécurisé. Donc, c'est vrai que c'est un sujet qui parle beaucoup aux notaires, contrairement à un peu l'image d'Épinal, hein, du notaire qui fait un acte à la plume dans une bibliothèque poussiéreuse. C'est vraiment pas du tout comme ça que fonctionnent nos études aujourd'hui, hein. On est vraiment très à la pointe, hein, sans faire d'autopromotion sur ces sujets-là. Et alors après, ces innovations, effectivement, elles vont très vite, hein. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un emballement du progrès technique, de la technologie. Et alors après, il faut être en mesure de miser sur les bonnes technologies, les maîtriser, et puis aussi que ce soit des technologies que nos clients soient en mesure d'utiliser. Donc peut-être que l'humain aura besoin de plus de temps que ce que la technologie peut proposer en termes d'évolution, parce que on voit déjà qu'il y a quand même une fracture numérique. Moi, j'ai encore des fois des clients qui n'ont pas de téléphone portable, ni d'adresse mail. Bon, il y en a de moins en moins, hein, bien sûr, mais c'est vrai que la rapidité de ces évolutions, ça a pour effet quand même d'écarteler un peu les utilisateurs entre ceux qui suivent ça au jour le jour, qui cherchent à toujours être dans le futur, et puis ceux qui ont besoin d'un peu plus de temps pour suivre ces évolutions. Donc, il faut avoir une offre clairement qui prenne en compte, mais qui reste accessible, parce que sinon on ne fera que s'adresser à une petite élite entre guillemets technologique, hein. Ça n'a rien de méprisant. Justement, puisqu'on parle de tout ça, je vois qu'il y a une question dans le chat. Alors, je vais demander à nos modératrices adorées, et je vois apparaître aussi Henri-Pierre. Est-ce que Céline ou Chloé, nous avons des questions du public? Bienvenue, Henri-Pierre. Céline et Chloé, vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. On a une question du public pensez-vous que la blockchain soit une opportunité ou un danger pour les notaires? Ah oui, c'est vrai que le remplacement ou la disparition des notaires est souvent cité en exemple, hein, par certains promoteurs de la blockchain. Moi, je n'y crois pas du tout parce que, bon, moi étant notaire, je comprends bien le rôle du notaire, hein, qui n'est pas simplement, qui se limite pas simplement à la tenue d'un registre, parce que bon, la blockchain c'est ça, hein, au départ, hein, c'est un registre infalsifiable. Donc
c'est vrai que ça peut être un outil supplémentaire, hein, et notamment, je trouve que ce qui est intéressant, c'est tout ce qui est smart contract, hein. C'est tout ce qui peut être exécution automatique de processus contractuels sans l'intervention d'un humain de façon automatique. Moi, je vois beaucoup de potentiel dans cet aspect-là. Après, pour moi, la blockchain, ça sera un outil supplémentaire à disposition des notaires au service de leur clientèle, mais je ne crains pas du tout d'être remplacé par une blockchain. Alors, avant de donner la parole à Henri-Pierre, Oui. qui a une question à vous poser, merci, Maître Ponneau. Est-ce que nous avons d'autres questions parmi le public? Alors non, pas pour l'instant, c'était la seule. Très bien. Ben, Alors, je vais du coup en profiter pour donner la parole à Henri-Pierre. Est-ce que vous avez des questions, Henri-Pierre Wiby? Je rappelle que vous êtes le fondateur et le directeur de Senior Consulting Group, qui est la société qui nous offre cet espace, et mon salaire d'ailleurs. Est-ce que vous avez des questions à poser à Maître Ponneau? Oui, maître, déjà, comme je disais tout à l'heure, je crois que vous êtes le premier notaire à rentrer dans le métavers, donc c'est pas rien. Et Très justement, honoré, on a commencé à parler de technologie et on parlait d'intelligence artificielle. Et j'aimerais est-ce qu'il y a des échanges dans le notariat sur l'évolution du métier du notaire? Parce qu'on a aujourd'hui, quand on voit tout ce qu'il est capable de faire, on n'a aucun problème à imaginer demain une IA qui soit capable de rédiger tous vos actes, en plus qu'on aurait accès à une base de données. Et c'est vrai que le CSN sait regrouper les informations et a déjà commencé à travailler dessus avec des bases de données. Donc, si une IA était capable de gérer tout ça, ça vous permettrait d'avoir accès en immédiateté à toutes les données de toutes les transactions, de tous les actes, et à gagner un temps énorme, en rédaction, de gagner un temps énorme. Est-ce qu'il y a des échanges, des discussions sur l'évolution du métier du notariat qui pourrait donc gagner un temps extraordinaire? Et est-ce qu'on va plus vers du conseil? Est-ce qu'on va plus vers vous avez parlé un peu de gestion de patrimoine tout à l'heure. Est-ce qu'il y a réellement des discussions ou pas encore, ou c'est encore un peu timide, ou est-ce qu'il y a une vraie réflexion? Alors, effectivement, vous connaissez bien le sujet, hein, de l'intelligence artificielle, de l'utilisation qu'il y a déjà eu pour des bases de données. Moi, c'est vrai que j'avais eu l'exemple qui m'avait vraiment frappé il y a quelques années de la base de données des révisions foncières que la Chambre des notaires de Paris avait, euh, avait récupéré de l'administration. Et c'est vrai que s'il avait fallu faire numériser et classer cette base de données par des humains, je crois que ça aurait pris peut-être 2 ans. Et avec une intelligence artificielle, ça a pu se faire en 72 heures, en réalité. Donc c'est vrai que ça procure une valeur incroyable. Et ça peut être une opportunité de, de se décharger de beaucoup de tâches, de charges administratives, hein, dans les dossiers. Et, alors, je ne suis pas dans les instances, hein, à titre personnel, mais moi, j'observe beaucoup de veille technologique de la part des instances de la profession sur ces sujets, beaucoup de débats également. D'ailleurs, le congrès des notaires 2021, ouais, c'est ça, était à Nice, était sur le numérique en général. Et donc, il y avait eu beaucoup de tables rondes sur ces sujets-là, beaucoup d'exposants qui commençaient à travailler sur ces sujets-là. Donc, je pense que effectivement, ça sera une opportunité de créer encore plus de valeur, puisque étant déchargé de ces tâches administratives, ça nous permettra dans la relation humaine, de créer une meilleure expérience pour le client, de lui apporter plus de conseils. Donc, de monter en gamme au niveau de la prestation qui est apportée. Après, ma crainte, parce que c'est vrai que moi, j'ai vu beaucoup d'évolutions technologiques dans mes 20 ans de carrière, parce que moi, j'ai commencé en 2004 et on faisait pratiquement pas de mail dans les dossiers, on faisait encore que des courriers.
Aujourd'hui, je pense que je n'ai pas signé un courrier depuis 3 ans, peut-être. Donc, on est vraiment presque au tout numérique. D'ailleurs, on est zéro papier dans notre étude. Ma crainte, c'est que tous ces gains technologiques que j'ai vus en 20 ans, ils ont été absorbés, voire dépassés par la charge administrative qui a été imposée par la réglementation. Parce que là où on pouvait faire une promesse et en quelques jours dans la semaine, il y a 20 ans, avec des actes dont quand même le poids était maîtrisé, ça faisait peut-être avec les annexes 60, 80 pages maximum. Aujourd'hui, vous pouvez très bien faire une vente de parking avec des annexes qui vont faire 400 ou 500 pages, avec beaucoup plus de documents. Donc, c'est vrai que ça dépendra pas que de notre adoption de la technologie, ça dépendra pas que de la technologie, ça dépendra aussi de la charge administrative qu'on met en face, parce que le progrès technologique aussi est parfois il y a parfois la tentation d'alourdir encore plus la barque réglementaire. Donc, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Alors, et justement, pour rebondir sur ce que vous dites, et parce que nous aussi, on voit cette charge administrative et ce poids de conformité qu'il faut avoir aujourd'hui, qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Est-ce que vous pensez que les actes d'il y a 20 ans étaient moins sécurisés qu'aujourd'hui, et pourtant il y avait moins d'administratifs, ou est-ce que c'est pas un mal français qui est qu'on veut toujours se réassurer, se reprotéger, mettre, comme on dit, l'expression ceinture et bretelles. Est-ce que tout est justifié, ou est-ce que ne pourrait pas y avoir une réflexion pour simplifier tout en gardant le même niveau de sécurité, ou alors c'est inéluctable et on n'a pas le choix? En fait, c'est une question qui est difficile en fait, hein, parce que déjà c'est lié quand même il y a un biais culturel du rapport que les Français ont à l'immobilier, qui est un rapport très presque charnel en réalité, c'est-à-dire que leur immobilier c'est vraiment quelque chose pour eux qu'ils font pour assurer leur avenir à long terme, l'avenir de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Donc c'est vrai que les gens, je pense, auraient du mal à concevoir que pour introduire plus de fluidité, on baisse les exigences en matière de sécurité juridique, même si en même temps les gens se plaignent des délais dans le déroulement des ventes immobilières. Alors, ça, c'est lié à plusieurs facteurs. Déjà, le droit, c'est vrai que euh, on l'oublie nous-mêmes parfois, les juristes, mais c'est une science, donc c'est une science qui évolue. Et c'est vrai que l'évolution de cette science va toujours vers plus de subtilité, d'affinement des concepts. Et c'est vrai que les standards ont tendance à s'élever au niveau de la sécurité juridique. Je vous donne un exemple très simple. Il y a 20 ans, 25 ans, vous faisiez une vente à Paris, personne ne demandait les plans de copropriété, les choses se faisaient sur la base uniquement de la lettre des actes. Aujourd'hui, voilà, vous pouvez pas passer une vente sur des lots de copropriété à Paris sans être allé chercher tous les plans, parfois démodificatifs du règlement, sur une période des fois de 40, 50, 70 ans. Et après, la moindre anomalie peut tourner des fois au psychodrame. Ça peut aller, à mon sens, parfois ça va trop loin, parce que ça fige les immeubles dans une espèce, alors que la finalité d'un immeuble, c'est quand même d'évoluer avec les besoins de ses utilisateurs sans les piéger quelque part dans des anomalies formelles. Donc, il y a cette évolution de la science juridique, des pratiques contractuelles, de la jurisprudence aussi, qui est très exigeante, avec un certain nombre de concepts, avec la responsabilité de notaire, effectivement. Et puis, vous avez aussi l'aspect administratif. Donc, vous voyez, par exemple, le dernier exemple en date, c'est les diagnostics de performance énergétique, où là, on a encore alourdi la barque réglementaire.
je ne juge pas du fond, hein, c'est pas une critique, mais c'est vrai que pris individuellement, on peut dire que chaque obligation réglementaire est légitime. On peut dire que c'est bien d'informer, par exemple, un acheteur de savoir si sa maison est en zone inondable. C'est bien qu'il sache s'il y a de l'amiante, c'est bien qu'il sache le mesurage, c'est bien aussi qu'on s'intéresse au climat, à la performance énergétique des logements. Et individuellement, on ne peut pas dire qu'il y ait une obligation qui soit inutile et qui serve à personne. Le sujet, c'est l'accumulation, peut-être, et le fait que on n'a peut-être pas trouvé un standard, un format universel de présentation des caractéristiques d'un immeuble qui permettent, je sais pas, ce serait sur une plateforme, ou autre, hein, mais qui permettent peut-être d'optimiser la délivrance de cette information. Là, chacun l'a fait dans son coin avec son diagnostiqueur, on s'envoie, etc. Et, et voilà. Et c'est vrai que c'est un sujet sur lequel il y a des impératifs contradictoires qui se confrontent au quotidien. Et c'est vraiment pas un sujet facile à résoudre. Mais c'est vrai que peut-être que nous aussi, en tant que praticiens du droit, on participe à cette inflation et que parfois on devrait tous avoir, comme vous dites, la préoccupation de la maîtriser. Mais c'est un débat très intéressant. Merci, Très maître. bien. Est-ce que vous avez une dernière question? Je vous en prie. On va bientôt conclure. Non. Très bien, c'est déjà une belle émission. On a beaucoup de matière, parce que je rappelle à ceux qui m'entendent maintenant, mais aussi à ceux qui souhaiteraient revoir cette émission dans son intégralité ou juste des parties, qu'évidemment, le replay sera disponible très rapidement en fin de journée sur nos réseaux. Je remercie encore Maître Olivier Pournot, notaire associé chez Actel Notaire à Paris. Merci beaucoup pour votre intervention. C'était un plaisir. Oui, c'était un vrai plaisir. Merci pour l'invitation.